Bienvenue, merci à tous d'être là. Donc, pour me présenter rapidement, donc, je suis Clément Jacquelin. J'ai été ancien biathlète de haut niveau. Alors mon titre majeur quand je concourais, c'était champion du monde jeune de biathlon en relais à Canmore au Canada en 2009. Puis depuis 2017, j'ai fondé une activité en sortie d'école d'ingénieur à Grenoble INP qui s'appelle Athletics 3D. Et Athletics 3D, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Athletics 3D, c'est une entreprise d'ergonomie de produits spécialisée dans le sport et dans l'industrie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, donc la thématique, je vais vous parler de notre expertise dans la conception de matériel pour les sportifs de haut niveau, à destination finalement de la conception de matériel pour les salariés, afin de pouvoir leur créer du matériel sur mesure et de diminuer les TMS au travail. Donc TMS au travail, pour faire simple, par exemple les tendinites qu'on peut avoir aux avant-bras. Et donc forcément, je vais vous parler de personnalisation. Et pour vous parler de personnalisation, je vais commencer juste rapidement par vous raconter une histoire qui a permis en tout cas de forger l'ADN de l'activité. Donc cette histoire, c'est une expérience vécue en 2017, vraiment au démarrage de l'activité, avec cette rencontre avec le Norvégien Olen Herbjørndalen. Donc Olen Herbjørndalen, rapidement, son palmarès, c'est 13 médailles olympiques, dont 8 en or. C'est encore à l'heure d'aujourd'hui l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver, toutes disciplines confondues. Et j'ai eu la chance d'aller travailler avec lui pour personnaliser son matériel sportif durant sa fin de carrière. Et donc là, sur cette photo-là, donc je vais le faire rapidement, mais sur cette photo-là, on est en Autriche, non loin d'Innsbruck, où il teste son premier matériel. Donc forcément, c'est un athlète de haut niveau, il est sensible aux détails, il perçoit des éléments que lui seul perçoit, et il nous demande en finalité de lui concevoir un nouveau matériel et de lui apporter dans les 3 semaines qui suivent. Donc vous imaginez bien, conception d'un nouvel outil, 3 semaines de délai, mettre en place après derrière un process avec Grenoble INP, on avait accès à des machines, mais pouvoir adapter l'utilisation des machines, tenir le temps. Finalement, on tient les délais à 1 jour près, on lui envoie la carabine, donc à ce moment-là, il fallait lui envoyer en Suède à son technicien de ski, puisqu'il allait le revoir là-bas sur place. On lui envoie en tout cas avec une marque qui envoie des colis internationaux. Et puis bien sûr, à ce moment-là, j'ai le réflexe, je ne sais pas pourquoi, à 4 h du matin, je prends mon téléphone et je me dis, tiens, où en est le colis? Et à ce moment-là, je m'aperçois que le colis est marqué retour à l'expéditeur. Donc là, je me dis, ouais, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à 8 h, on appelle l'accueil, on demande qu'est-ce qui se passe. Et là, on comprend que ce service-là ne peut plus envoyer des dispositifs qui s'apparentent à des armes, même des jouets. Donc là, c'était hors de question de pouvoir, en tout cas de ne pas tenir le délai qu'on avait convenu pour cette athlète-là. Il fallait trouver une solution. Et on l'a appelé le soir en lui disant, écoute, la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est qu'on te la porte en main propre. Donc demain matin, pour ma part, je prends l'avion et je viens te l'apporter en main propre à ton technicien. Et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, à 5 h du matin, on est à Lyon-Saint-Exupéry, on prend l'avion, direction Stockholm, et après, derrière un réseau de train, réseau de bus, on arrive au fin fond de la Suède, au nord de la Suède, et je remets la carabine à son technicien, photo à l'appui, et là je reçois ce message, et ça m'a changé la vision du haut niveau depuis. Ce message qui dit, on sent que dans votre démarche, vous êtes de haut niveau, parce que peu auraient agi ainsi. Et depuis, en fait, je diffuse ce message pour dire que le haut niveau, ce n'est pas qu'un résultat, c'est avant tout un process, et que le haut niveau, il n'est pas réservé qu'au sport. Il est accessible à tous et pour tous et dans l'industrie également. Donc de cette histoire, finalement, comme je vous disais, ça construit l'ADN de l'activité. Donc Athletics 3D, aujourd'hui, c'est des produits d'exception pour des champions d'exception. Nous nous entourons de partenaires forts, champions de leur discipline, pour concevoir des produits innovants et gagner avec. Alors pourquoi personnaliser? C'est déjà un constat très simple. Nous sommes tous des individus avec des morphologies différentes, avec des envies différentes, donc des besoins différents, tout simplement des affects avec du matériel aussi qui sont différents. Et pourtant, on doit utiliser du matériel qui, lui, est standardisé. Donc à l'usage,
Pour vous parler par exemple de sport, à l'usage, qu'est-ce qui se passe? Un athlète de haut niveau qui utilise un matériel personnalisé, à force, il peut très bien créer des pathologies. Pourquoi? Parce qu'il utilise tellement son produit que tout simplement une pièce qui n'est pas faite à sa main, par exemple ergonomiquement, qui n'est pas faite à sa main, à force de l'utiliser, il va avoir des ampoules. Ces ampoules vont conduire du fait qu'il va mal utiliser son produit, ça va s'enchaîner, 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 et finalement ça va le bloquer. Un jour, j'ai eu ce coach dans les arts martiaux qui m'avait dit, écoute Clément, tu sais que le corps humain, à l'instant T, on est en train de parler, on a plus de 2 millions de stimuli que l'on peut activer. Le corps humain est ainsi fait de capteurs, on a plus de 2 millions de capteurs qui sont disponibles. Mais à l'instant T, à l'instant où je vous parle, par exemple, j'en active que 49. Par exemple, là je vous parle, je sens mes pieds. Voilà, je sens la température, je sens le contact avec ma main, j'en active 49. Et c'est ce qui fait que, par exemple, lorsqu'on va dormir le soir, qu'on se met au lit, on va désactiver certains capteurs et on va en réactiver d'autres. C'est le fait, par exemple, d'avoir la jambe qui d'un coup se met à gratter. Et donc, ça m'a cogité. Je me suis dit, oui, effectivement, mais si un athlète se met, par exemple, derrière sa carabine et que les premiers points de contact sont négatifs, les premiers stimuli sont négatifs, je prends ma carabine, je mets la plaque d'épaule et ça me fait mal. Après, je saisis ma carabine avec ma main droite et ça me fait mal. Finalement, dans le processus de l'athlète, ce sont comme des murs qui s'élèvent et finalement qui ne vont pas lui permettre d'être complètement focus sur la démarche qu'il doit faire, à savoir bien viser la cible, bien appuyer sur la détente, des démarches qui sont importantes en finalité pour bien atteindre la cible. Donc l'objectif de notre travail, finalement, c'est d'inverser ces tendances-là, c'est de créer, on va dire, des stimuli positifs, de transformer ce négatif en positif et finalement d'aller chercher des objectifs qui sont à la fois quantifiables. Donc on en parle, mais quantifiable, c'est être plus rapide, être plus précis, gagner en régularité. Mais aussi d'autres objectifs qui sont plus liés au mental de l'athlète. Qu'il ait confiance derrière son matériel, que ça crée de la joie, qu'il ait envie en tout cas d'aller tout simplement pratiquer son sport. En résumé, un jour, on avait dit que l'idée, c'est entre la volonté d'agir et l'action, on souhaite que l'athlète n'ait plus le temps de penser que l'action est déjà partie. C'est diminuer ces deux temps-là pour faire en sorte que l'athlète gagne en capital confiance et qu'il puisse ainsi se libérer et se lâcher. Alors comment on procède? Forcément, on a une méthodologie derrière. Donc pour ma part, la méthodologie qui nous a été enseignée à Grenoble INP, ça fait l'objet de mon projet de fin d'études, à savoir les méthodologies qu'on dit centrées utilisateurs. Alors qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, ce sont des cycles itératifs très courts où l'utilisateur est impliqué dans les démarches de conception de produits. Donc très vite, il est impliqué et il nous met ses feedbacks et on co-construit avec lui des produits très rapidement avec 3 fondements forts. Le premier, c'est l'écoute. Nietzsche disait que le corps pense. Et effectivement, le corps pense, mais quand on est face à des athlètes de très haut niveau, mais aussi des salariés finalement, qui font des gestes répétitifs au quotidien, et depuis de longues années, finalement, ce sont des personnes qui ont qui vont développer finalement beaucoup de sensations fines avec leur outil, et ce sont les meilleurs utilisateurs qui peuvent nous permettre de pouvoir faire évoluer leurs produits. Donc déjà, une écoute très forte dans cette dynamique-là, et on ose parler d'inversion des pyramides de connaissances. On est peut-être d'un bagage d'ingénierie. Ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est de se dire non, la connaissance, c'est pas nous qui l'avons, c'est vous qui l'avez, c'est nous qui on va vous écouter. Alors ça nous met forcément dans des situations où il faut sans cesse se renouveler. Voilà, mais par contre, ça fait qu'on n'impose pas une idée, on n'impose pas une solution, et dans cette inversion de pyramide des connaissances, c'est ce qu'on s'efforce à faire. Le deuxième fondement, c'est le user push que l'on appelle. Alors c'est quoi le user push? C'est l'idée de se dire que c'est vraiment l'utilisateur qui va pousser les idées, c'est lui qui va pousser l'innovation. À l'inverse du techno push, où on s'est cassé la tête dessus. Mais typiquement, à Oslo en 2018, on est arrivé avec une carabine déjà toute faite, hydrophobe, avec des matériaux vraiment nouveaux. Mais je vais vous dire, le produit n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on a apporté un produit et on l'a imposé à l'athlète. C'est ce qu'on appelle, pour nous, chez nous, c'est le techno-push. On va vraiment pousser la technologie. Enfin, on a pensé un produit, on veut vraiment le pousser sur le marché. Et on est finalement dans le cycle inverse. Et enfin, la finalité, le troisième point, c'est la pensée globale.
Alors, on peut penser plutôt à l'inverse, hein, la pensée locale, à savoir, je vais penser que à l'athlète, que aux besoins de l'athlète, mais en fait, la construction d'une performance est plus complexe que ça. On parle de 3 dimensions de travail, à savoir, il faut travailler avec l'athlète, il faut travailler avec son environnement de travail, et il faut travailler avec son appétence avec les nouvelles technologies. L'athlète, bah vous l'avez compris, l'athlète, il a ses besoins, il a ses ressentis, il a tous ces éléments-là. Mais son entourage, c'est pas forcément simple. Parce qu'on peut avoir des entourages qui ont on va dire, des prises de décision qui peuvent être très fortes, ou des idées qui sont très fortes. Ou à l'inverse, on peut avoir des entourages qui laissent beaucoup de liberté aux individus. Et finalement, notre manière, après, derrière, de concevoir le matériel peut être différent. Et enfin, le dernier point, les technologies. Ça, on est tous, on va dire, on peut être réfractaire au changement. Ça arrive, il y a des organisations qui le sont. Comme on peut, au contraire, être vraiment très ouvert aux nouvelles technologies, aux idées, aux nouvelles pensées. Et là-dessus, rien de mieux qu'un cas concret. Hein. Donc, je vais vous parler d'une étude de cas qu'on a eue juste avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec la discipline du pentathlon moderne. Donc, on est à l'INSEP, on est à Paris, et on doit personnaliser du matériel pour un athlète de haut niveau qui va concourir aux Jeux. Et cet athlète, au moment des recueils, des besoins, ces éléments, il nous dit, écoute Clément, j'aimerais avoir une poignée, en tout cas pour mon matériel, mais une poignée qui n'est pas ordinaire, qu'on n'a jamais vue, avec des angles très particuliers. Mais il m'explique que le besoin est lié à une opération qu'il a eue par le passé. Donc c'est vraiment un besoin très particulier. Donc je dis ok, d'accord, écoute, on va mettre un cycle itératif. Tu en ressens le besoin d'aller l'essayer. On va y aller, parce que sinon, si on ne le fait pas, c'est quelque chose qui va toujours te rester dans la tête et qui risque de te bloquer. Donc, on fait un cycle itératif. Le soir même, on parle avec le coach des feedbacks, de qu'est-ce qui est en cours, les produits en cours pour chacun. Et là, on est sur ce cas où le coach est complètement réfractaire. Pour lui, c'est hors de question. L'athlète demande quelque chose qui n'a jamais été vu. Il est hors de question qu'on aille dans cette démarche-là. Donc nous, le soir, je vous imaginez bien, on est là, on se dit « Waouh, purée, là, on est dans un cas vraiment complexe, difficile à gérer. » Il y a l'athlète qui a son besoin fort, qui a quand même des titres mondiaux, qui est une référence. Et en face, son environnement proche, coach, qui est absolument contre. Donc finalement, comment on agit ? Une seule manière, ça va être de récolter de la data et pour pouvoir derrière arbitrer la bonne démarche à prendre. Donc, finalement, on va placer des capteurs musculaires sur l'athlète. On va placer aussi des capteurs sur son outil pour pouvoir un maximum quantifier est-ce que l'athlète va dans le bon sens ou pas. Et grâce en tout cas à cette donnée, on va dire un peu plus, pas neutre, mais en tout cas à cet intermédiaire-là, grâce à la data, on a pu en tout cas mettre d'accord les deux environnements, l'individu et son coach. Et au final, c'était l'athlète qui avait raison. Et finalement, ça a permis au coach de dire « Ok, maintenant que j'ai la donnée, je crois l'émotion de l'athlète ». D'où le titre, est-ce que l'émotion seule est bonne comme donnée ? Pas forcément. Ça dépend encore une fois des environnements dans lequel on est. Donc après, pourquoi faire Finalement, on a des méthodes, on a des... ça reste simple. Nos objectifs en tant qu'industrie, c'est bien sûr gagner en productivité. Objectif d'avoir des machines plus performantes, qui produisent des produits de qualité dans des délais courts, du matériel qui dure dans le temps, mais aussi finalement associer l'humain. Parce que ça va être des humains qui vont être derrière les machines, donc faire en sorte que les personnes restent en poste déjà. On connaît la difficulté de pouvoir employer des gens et de recruter, mais reste en poste parce que aussi le travail peut être pénible, il peut faire mal. Vous connaissez le coût de formation qu'il peut avoir, en tout cas qu'il y a dans nos entreprises pour reformer des individus derrière à bien gérer nos machines-outils. Donc finalement, l'enjeu, c'est ça aussi, c'est de savoir créer du lien. Un lien entre la machine et l'individu. Et c'est en ce sens que finalement nous personnalisons les machines pour que les individus se sentent bien derrière elles, qu'elles soient bien utilisées et que finalement elles auront aussi envie de rester à ces postes et de les utiliser. Donc des cas pratiques, c'est volontaire, on reste en tout cas confidentiel par rapport à l'entreprise, mais 3 cas qu'on a vécu récemment là, dans l'année. On va commencer avec Elodie. Donc Elodie, elle a 27 ans.
elle est sur un poste où elle prend beaucoup de charges lourdes, mais aussi elle fait beaucoup de gestes de manutention et qui va lui envoyer beaucoup de coups et de secousses. Et ça, elle peut être en capacité de faire le même geste sur une journée complète. Et donc finalement, on va la voir et elle nous dit, bah là, j'ai tellement mal que premièrement, quand je rentre le soir, il m'est impossible, par exemple, de prendre des sacs ou de faire des tâches ménagères avec mon compagnon. Je ne peux pas, j'ai tellement mal. Et la deuxième chose, elle nous dit, là, j'ai prévu de me faire opérer des canaux carpiens. 27 ans, peut-être que certains d'entre vous connaissent l'influence, enfin, en tout cas, voilà, des canaux carpiens. À 27 ans, se faire opérer des canaux carpiens, waouh, ça nous a touchés. Donc l'enjeu, on a lui personnaliser ses outils, on est allé sur place, on a personnalisé. Et au bout, donc on a mis des capteurs aussi. Déjà, on a pu s'apercevoir grâce à la donnée qu'on pouvait, sur certains muscles, donc en particulier celui responsable qu'on dit de l'épicondylite latérale et médiale, de diminuer de près de 50% l'intensité musculaire qu'elle mettait pour faire sa tâche. Donc, ce qui était quand même déjà une belle prouesse. Mais après, ça reste du terrain, il faut des faits à long terme. Et au bout d'un mois, donc la responsable ergonomique de l'entreprise est allée la voir et elle lui dit ces mots, bah écoute, depuis que j'ai mes nouveaux outils, je n'ai plus mal et là je ne vais pas me faire opérer des canaux carpiens. Donc là déjà, d'un point de vue, nous en tout cas entreprise, c'est sûr que c'est des messages qui nous fait chaud au cœur, il n'y a rien à dire. Et ça nous incite aussi à continuer dans cette démarche. Après, il y a eu deux autres externalités positives dans ce travail. Ce n'était pas voulu, en soi on était là pour vraiment travailler le confort de la personne, mais on a eu deux autres externalités positives, à savoir, donc là on les appelle Damien et Benoît. Donc Damien, pareil, il fait des tâches répétitives, quelque chose de similaire que ce qu'avait Elodie. Et là il nous dit, regardez, avec les nouveaux outils, j'améliore la qualité de mon travail. Ah bon ? Il prend, la responsable ergo prend la caméra, on regarde, et effectivement, avec les nouveaux outils, il faisait un travail, pour faire simple, avec pas des copeaux, mais des ébavures, enfin en tout cas qui étaient plus nettes. Il y avait moins de défauts visuels déjà sur la pièce. Et donc on peut potentiellement penser qu'à long terme, il y aura peut-être moins de rebut. Donc amélioration de la qualité. Ça déjà, on fait waouh. Et le dernier, Benoît. Alors Benoît, c'est, on va dire, c'est l'élément qui peut faire basculer une grosse entreprise à se dire on y va. C'est qu'on a diminué son temps de cycle de 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire diminuer son temps de cycle de 2 pour une activité complète, donc un ensemble de tâches. Ce qui lui prenait habituellement 2 jours, ça lui a pris 1 journée. Et dans cette entreprise qui, en tout cas, est en grosse en surcharge, tout simplement, pour tenir des délais et les commandes, gagner 1 journée de travail, c'est relativement énorme. Donc finalement, par ces démarches-là, l'objectif, en tout cas, pour faire simple, qu'on a, ça reste avant tout de créer du lien entre l'individu et son matériel, que ce soit dans le sport ou dans l'industrie avec les machines. Et puis finalement, on peut très bien reprendre les mots de Renault, qui présente très bien la personnalisation de nos machines afin de gagner en compétitivité. C'est pas l'homme qui s'adapte au matériel, c'est le matériel qui s'adapte à l'homme. Merci beaucoup. Je crois que j'ai tout juste 3 minutes pour une question, ou 2. Merci infiniment Clément. J'ai déjà une première question. Est-ce que vous travaillez avec l'INRS, l'Institut national de recherche sur la sécurité? Est-ce qu'ils vous ont contacté Non, pas encore. Eh bien, peut-être que ce serait une très bonne idée parce que échanger effectivement vos compétences, vos savoir-faire, à mon sens, pourrait amener à justement renforcer la prévention des risques, notamment sur les TMS. Donc voilà, mais on en discutera peut-être plus tard. Et peut-être un petit mot aussi sur votre société. Voilà, vous êtes situé où? Vous avez vous êtes tout seul? Vous avez plusieurs salariés? Voilà. Alors l'activité, elle est basée juste à côté, à Villard-de-Lans et Corançon-en-Vercors. Villard-de-Lans, siège social, Corançon-en-Vercors, le lieu de l'activité.
C'est historique, hein. On a commencé dans le biathlon. Les premiers athlètes et nos premiers clients étaient des athlètes de haut niveau. Ils s'entraînent là-bas. Il y a tout un espace pour dédié à l'entraînement. Donc on est basé là-haut. Après, on bouge maintenant de partout. Après l'activité, on est 3 à piloter le projet. Et puis, en tout cas, notre vision de l'activité actuellement, après peut-être que si on se revoit dans 10 ans, j'aurai un autre discours. Mais actuellement, on cherche à faire grandir l'activité. C'est des projets avec du challenge, avec du haut niveau à chaque fois qu'on veut faire monter notre expertise. Et plutôt que grossir. Voilà. On est plutôt dans une dynamique où on se voit grandir plutôt que grossir en termes de dimension. Mais je vous dis, après, si on se revoit dans 10 ans, j'aurais peut-être changé de discours.